Quand je voyage dans le monde entier, et plus particulièrement au Japon, j'adore croiser sur mon chemin des trésors nationaux. La nuit va bientôt commencer à tomber et j'ai pris le bus pour me rendre à la station 44 pour aller voir de nouvelles cascades. Alors la cascade s'appelle Yutaki Falls. J'espère que ça valait la peine de se déplacer parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure le bus travaille et j'espère ne pas me retrouver tout seul dans la nature. Allez, on y va. Bon, je me retrouve en pleine nature. Il caille. On n'entend que des... Oh mon Dieu! Kuma, Gochui Kudasai, oh my god. Ça veut dire qu'ici, il faut faire gaffe parce qu'on peut se retrouver nez à nez avec un ours. Mon Dieu, tout ça juste pour voir des cascades. J'espère que j'aurais pas pris trop de risques. Oh, j'ai peur. J'ai fini par trouver ces cascades. Alors me voici devant les cascades de Yutaki. Contrairement aux cascades que vous avez pu voir juste précédemment, la hauteur est quand même de 70 mètres. Donc on est sur des cascades beaucoup plus courtes, mais j'ai l'impression quand même plus impressionnante parce que les Japonais ont eu l'intelligence, je trouve, d'avoir construit des terrasses en bois, mais qui sont situées beaucoup plus proches de la cascade. Donc ça nous permet de savourer cette cascade. 70 mètres de hauteur, 25 mètres de large. Et la particularité de ces cascades, c'est que, regardez bien, l'eau est tellement claire, mais vraiment tellement claire et remplie de minéraux, ce qui fait que les Japonais viennent ici en masse pendant les saisons touristiques pour prendre leurs bouteilles et remplir leurs bouteilles de cette eau, parce que cette eau est vraiment remplie de plein de minéraux, donc c'est très bon pour la santé. À côté de la cascade, il y a une série d'escaliers. En fait, ça vous permet d'atteindre le sommet de la cascade. D'ici, on peut voir qu'il y a des barrières qui bordent un observatoire et apparemment, en haut de cet observatoire, vous avez une vue panoramique sur la forêt environnante. À part cet observatoire, je remarque qu'il y a plein de sentiers autour de la cascade, ce qui vous permet de faire des randonnées en famille. Il y a plein de choses à voir ici. C'est génial. Bon. Maintenant, je vais emprunter l'escalier et on va voir ce qu'on peut voir au sommet de la cascade. Voilà, je suis au sommet des cascades. C'est sympa, hein. Bon, tout ce boucan provient d'ici. Hein. Et derrière, je vois un petit pont. Non, c'est sympa, c'est sympa. Mais j'ai tellement froid. Bon, je vais faire un effort, je vais continuer. Je veux voir quelques vues du lac. À partir du pont, ça a l'air sympa. Mais bon, la vue au-dessus des cascades, c'est plutôt sympa. Hein. Mais j'imagine que durant l'automne, avec les feuilles d'érable toutes rouges, le spectacle doit valoir le coup. Mais actuellement, c'est un peu gris. Hein. Le lac présent ici, sur mon côté gauche, s'appelle le lac Yunoko et il est parfois très fréquenté par les pêcheurs puisqu'ils aiment pêcher la truite. Elle est réputée pour être de très bonne qualité puisqu'elle se nourrit d'une eau qui est naturellement riche en minéraux, puisque le lac ici est alimenté par les eaux issues des montagnes environnantes. Très souvent, les Japonais aiment beaucoup venir pêcher ici puisque la truite a très bonne réputation pour ses bienfaits nutritifs. Il y a une légende qui est très connue ici et qui dit qu'un jour, un bouddhiste est venu devant ce parc. Il était tellement triste parce qu'il a vu ce lac mais vraiment dégueulasse et rempli de boue. Alors il s'est mis à prier, mais prier bien fort pour retrouver la pureté dans ce lac. Et tout à coup, il y a eu une carpe dorée qui a jailli en dehors de l'eau et qui s'est mise à purifier instantanément tout le parc. Et depuis ce jour, ce poisson-là est considéré comme un poisson de bonne fortune
et de bonne chance pour tous les habitants de la région. Dernière croyance concernant ce lac, c'est que si vous sortez une pièce de monnaie et que vous faites un vœu et que vous balancez la pièce dans le lac, si vous arrivez à voir la pièce tomber et toucher le fond du lac, eh bien vous êtes béni des dieux et que votre vie sera remplie de chance et de bonne santé. Mes amis, respirez avec moi. Nous sommes en plein cœur de Nikko, dans un site très sacré qui est rempli de sanctuaires. Et j'ai envie de vous emmener voyager dans le temps, à l'époque des samouraïs, des shoguns. Et j'ai envie de parcourir cet endroit parce que j'y suis déjà allé il y a 15 ans. Et à l'époque, c'était ma toute première fois au Japon. Et je m'en souviens encore avec beaucoup d'émotion. Et là, cette fois, j'ai envie de vous emmener dans un premier site qui s'appelle Futarasan, dans lequel il y a 2 monuments absolument fabuleux que j'ai déjà vu. Ensuite, j'ai envie de parcourir 3 ou 4 autres endroits. On va aller voir ensemble ce joyau, ce patrimoine de l'humanité inscrit à l'UNESCO. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, installez-vous confortablement. Je vous emmène dans le passé du Japon. Désormais, on va commencer par le site de Futarasan, qui est un site sacré situé dans la ville de Nikko au Japon. Il a été fondé en 782 et il est dédié au dieu de la montagne et à la nature environnante. Le nom Futarasan veut dire 2 montagnes en japonais et ça fait référence à 2 montagnes sacrées qui s'appellent Nantai et Nihoho qui encadrent le sanctuaire. Et ce sanctuaire, Futarasan, est l'un des plus importants au Japon. Et dès qu'on arrive ici, on se sent assez happé par les millénaires d'histoire, les centaines d'histoires ici. Ça fait vraiment du bien. On est dans un site sacré, mais vraiment noyé en pleine nature. Quand on parle de temple, il faut aussi parler de purification. Alors avant de rentrer dans un site sacré, vous devez vous purifier et vous avez ce qu'on appelle un temizuya. Ce sont des fontaines de purification. Alors malheureusement aujourd'hui, j'aimerais bien trouver des hishaku, donc ce sont des louches pour pouvoir prélever l'eau et vous purifier. Malheureusement à cause du corona, eh bien il n'y a pas de hishaku. Alors je vais me purifier de manière très simple pour vous montrer comment vous purifier avec les hishaku quand on décidera de les remettre. L'exercice est très simple. Vous prenez le hishaku de la main droite, prenez le hishaku, vous remplissez la louche d'eau. Une fois que vous avez rempli, avec la main droite, vous nettoyez la main gauche. Après, vous tenez la louche avec la main gauche pour nettoyer la main droite. Après, vous reprenez la louche de la main droite, vous mettez un tout petit peu d'eau dans la paume de la main gauche et vous mettez l'eau dans la bouche.
afin de purifier votre bouche, mais surtout ne l'avalez pas, vous recrachez. Et à la fin, avec l'eau qui reste dans la louche, vous tenez la louche comme ça et vous relevez afin de purifier le mât. Et vous déposez le shishaku. Et voilà, c'est fini. Konnichiwa. Futatsu. 2名様。はい、600 2円。年。 600。はいはい。はい。 600? 日本語では私は上手じゃない。片言で。でも毎日一生懸命私は日本語で話す。一生懸命。でも難しいよ。どこの言葉も難しい。2年前にうん僕は毎日日本学校勉強しました。はい。素晴らしい。どうしてかというと日本が大好きからです。それも嬉しい。素晴らしいじゃないですか。ねえ。どこから？私はフランス人です。でも私の家族はベトナム人です。ああ、はいすごい。Je dois vous faire une confidence. Quand je voyage dans le monde entier, et plus particulièrement au Japon, j'adore croiser sur mon chemin des trésors nationaux. Et là, j'ai l'occasion de vous en présenter un nouveau que je ne connaissais pas. Regardez, à côté de moi, ici, on a affaire à un objet en bronze. C'est une lanterne qui a été offerte par Kanuma Katsutsuna, qui était un éminent samouraï local. La flamme qui était allumée dans la boîte supérieure de cette lanterne était destinée à éclairer le sanctuaire une fois la nuit tombée. Alors on a dit qu'à l'époque, une fois qu'on allumait les flammes à l'intérieur de la lanterne, on avait l'impression de voir une apparition de fantômes, ce qui a donné le nom de Bake Toro à cette lampe qui veut dire en japonais lanterne hantée. À ce propos, j'ai une anecdote à vous raconter. Suite à cette appellation, il faut savoir que jusqu'à la fin de la période Edo, les samouraïs gardaient les terrains de ce sanctuaire toute la nuit. Et un soir, ils ont confondu les lueurs de cette flamme avec l'apparition d'un fantôme. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien pour protéger le sanctuaire, ils ont tous sorti leur katana et ils ont tous frappé en même temps sur la lampe afin de faire fuir ce fantôme. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous venez ici, si vous regardez dans le détail, la lampe garde encore les séquelles de cette attaque avec 60 traces de coups. Vous imaginez, sur un malentendu, on a failli perdre un trésor national. C'est incroyable. Là, je suis devant un jeu qui s'appelle tout simplement le jeu de la chance. Le principe tout bête, vous devez prendre tous les anneaux qui sont ici et les jeter. Et si jamais j'arrive à mettre un des anneaux sur un de ces bâtons, eh ben, j'ai de la chance. On va essayer ça. Alors, le jaune, on va essayer. Aïe, c'est difficile. Oh, j'ai réussi. Le rouge maintenant. Allez. Hop, oh, j'ai réussi. Et là, le vert. Je suis trop fort. Attends, c'est incroyable. Oh, j'ai réussi 3 anneaux sur 5, c'est pas mal. Ah,
c'est dommage, derrière moi il y a une salle de méditation et j'aurais voulu rentrer pour pouvoir filmer, prendre des photos et malheureusement tout est interdit. Donc cette salle s'appelle Jogyodo, c'est une salle de pratique ascétique, une salle pour la pratique de la méditation de marche qui existe ici depuis 848 de notre ère, lorsque la salle d'origine a été construite par le moine Henin. Dans cette pratique ascétique très intense, les moines tournent autour des Bouddhas placés au centre de la salle sans repos pendant 90 jours en prononçant la prière Nenbutsu. Sincèrement, je me demande comment ils font pour faire cette pratique sans manger. 90 jours, c'est 3 mois. Moi, en 3 mois, j'arrive même pas à assimiler tout mon vocabulaire et toutes mes grammaires japonaises. Je sais pas comment ils font ces moines, mais ils marchent. Eh, moi aussi, je vais marcher. Maintenant, je vous emmène dans le temple Taioin qui a été construit en 1653 en l'honneur du 3e shogun du Japon qui s'appelle Tokugawa Iemitsu et qui a régné sur le Japon de 1623 à 1651. L'intérêt de cette visite, c'est que le temple est un exemple de l'architecture Momoya qui se caractérise par des toits en pente très raide avec plein d'ornements. Voilà, je suis ici devant, enfin non, je suis pas devant, je suis dans la porte Yomeimon, qui est donc la première porte d'entrée, qui est très célèbre dans ce temple. Et si vous levez les yeux, vous allez voir, c'est vraiment un exemple d'architecture vraiment hallucinante. C'est vraiment impressionnant de voir en fait toutes ces sculptures. Et si vous regardez dans le détail, vous avez même des dragons, des gardiens qui sont sculptés avec de l'or. Et tout ça a résisté à l'épreuve du temps. C'est vraiment impressionnant de voir que le Japon arrive à faire des constructions de cette manière, qui sont résilientes, qui résistent aux tremblements de terre, à la pluie, aux intempéries. C'est impressionnant, vraiment. Ah, je suis fatigué là. J'ai à peine commencé. 2 escaliers. Et là, il y en a un 3e. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Maintenant, nouvelle visite, je vous emmène au Sanbutsudo, qui veut dire le hall des 3 Bouddhas, Amida, Yakushi et Miroku. Et la particularité de ce temple, c'est que seulement tous les 60 ans, les Bouddhas sont exposés au public. Donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir venir admirer ces 3 statues, je vous le recommande, c'est vraiment un phénomène très rare.
ok. Ah, c'est dommage, je viens de sortir du temple avec les 3 Bouddhas et c'est merveilleux. J'avais droit à regarder, à me mettre en face des 3 Bouddhas. Malheureusement, les photos et les vidéos étaient interdites. Mon Dieu, mais c'était magnifique. Si jamais vous avez l'occasion de venir, allez-y. Bon, le temple est immense. Vous avez plusieurs sculptures, des petits couloirs pour observer l'histoire du temple, les sculptures de Bouddha, etc. Et puis les 3 grands Bouddhas qui se présentent devant vous avec une armature dorée. C'est vraiment magnifique, mais malheureusement, les photos étaient interdites. Nous sommes devant le Karamon, c'est une porte chinoise qui était réservée uniquement aux personnages de haut rang dans le passé japonais. Malheureusement, les gens normaux ne pouvaient pas passer cette porte. Et cette porte, elle est protégée par un dragon ascendant sur un côté et un dragon descendant de l'autre. Et chaque sculpture de ce dragon faite en bois ont été faites d'un seul arbre. Cette porte est aussi protégée par un lion et un dragon que vous pouvez voir sur le toit de cette porte. Oh mon Dieu, je suis hyper crevé, je suis enfin arrivé au sommet de cette visite. Oh mon Dieu, je sens plus mes jambes. En fait, j'ai au moins 10 kilos sur mon dos, 10 ou 15 kilos d'équipement vidéo. Je peux vous dire, c'est pas si facile. Ah, ça y est, j'ai monté tout ça pour voir ce monument. Là, il faut redescendre. Ah mon Dieu, et c'est un peu dangereux quand même, hein, parce que pour les personnes âgées, faites attention, il n'y a pas d'en bas, il n'y a rien du tout, donc si vous descendez, j'imagine vous descendez de cette façon, hein, histoire de ne pas être blessé ou risquer de tomber. Bon, ça va quand même si vous êtes en bonne santé, mais si vous avez mal aux genoux ou si vous êtes assez âgé, faites attention à vous, hein, parce que vous pouvez tomber facilement. Allez, oh, aïe, ah. Ah, je vous assure, c'est super beau, c'est tellement ravissant. Vous respirez et en même temps, c'est un exercice physique. Il faut monter tous ces escaliers, les redescendre. Puis c'est pas fini encore. Le temple, il est encore immense. On n'a pas tout vu. J'ai une information excitante, intéressante, mais pas importante à vous donner. Regardez derrière moi, sur ce panneau, il nous explique que nous sommes à 634 mètres d'altitude, ce qui correspond exactement à la hauteur de la Tokyo Skytree. En fait, c'est comme si j'étais ici, à la pointe de la Tokyo Skytree, et que je suis en train de regarder une vue panoramique
sur Tokyo. Je suis devant le pont Shinkyo qui est situé dans la ville de Nikko. C'est un des symboles de la ville et aussi une attraction touristique majeure de la ville. Mais j'ai envie de vous raconter la légende qui se cache derrière. Alors, nous sommes à la fin de la période Nara et à l'époque, il y a un moine bouddhiste japonais de l'école Keiga et dont la statue se trouve de l'autre côté du pont. Ce moine, à l'époque, alors nous sommes à la fin de la période Nara, il était en marche dans la ville de Nikko. Son but était de atteindre le sommet du mont Nantai pour méditer avec tout son groupe de moines. Alors il s'est retrouvé devant cette rivière d'Aya et il était bloqué face à cet obstacle puisque sans pouvoir traverser, eh bien, il ne pouvait pas atteindre sa destination. Donc il s'est mis à prier et il y a eu une apparition d'une divinité. C'était une silhouette avec 2 serpents sur les 2 côtés des bras et ce monsieur lui a dit « Je suis Shinja Daio et je vais te donner le pouvoir de traverser ce pont ». Et il a libéré ces 2 serpents, un bleu, un rouge, et les 2 serpents se sont mis en arc pour pouvoir former un pont. Et donc le groupe de moines ont pu traverser le pont. Dès l'instant où ils ont mis les pieds de l'autre côté de la rive, ils se sont tournés et ils ont vu la divinité disparaître avec les 2 serpents. Et le moine, en signe de reconnaissance, a mis ses 2 mains en prière comme ça, en signe de gratitude, et il lui a dit merci. Voici la raison de l'existence de ce pont. Alors, bien évidemment, ce sont des légendes, mais en tout cas, l'histoire de ce moine a réellement existé. C'est la raison pour laquelle la ville a voulu dresser une statue à son effigie. Et depuis ce jour, ce pont porte le nom de Yamasuge no Jabashi. Il y a une autre information que j'ai envie de vous partager, c'est qu'ici, parmi les locaux, il y a une croyance qui dit que de ce côté de la rive, le pont est protégé par une déesse du nom de Hashi Hime et de l'autre côté par Shinda Daio. Et la jonction qu'il y a entre les 2 rives, c'est ce fameux pont sur lequel, si jamais vous marchez sur ce pont avec à l'esprit un vœu, il y a de fortes chances qu'il se réalise. Et aussi, une fois que vous avez traversé ce pont, vous allez vous sentir avec une motivation beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de courage. Bien évidemment, pour les locaux vivant à Nikko, leur croyance est que la divinité Hashihime, elle sert d'intermédiaire entre le sanctuaire Nikko et les gens, ça peut être vous, ça peut être moi par exemple. Grâce à elle, elle sert d'intermédiaire pour vous donner un destin beaucoup plus fabuleux que vous pourriez l'imaginer, une bonne santé, une bonne chance, mais aussi une réussite familiale et du bonheur en couple. Pour les couples qui souhaitent bonheur, fertilité, réussite dans leur couple, je vous propose de venir à cet endroit qui est situé stratégiquement pile en face du pont, enfin pile en face plutôt en biais. Et ici, vous vous mettez avec votre dulciné en face, vous tenez la corde ensemble et vous la sonnez en faisant un vœu, tout en regardant le pont. Et après, maintenant, on va voir ensemble le pont. Alors ici, c'est très joli, hein. Et en signe de reconnaissance, vous mettez devant le torii, vous vous courbez, signe de respect, et là, vous pouvez avancer. Vous avez quelques images d'archives de la construction du pont, son existence, etc. Ici, waouh, là vraiment, c'est vraiment magnifique. Nous allons accéder au pont. Là, vous avez des lanternes qui s'allument la nuit. Et là, je vais commencer par penser à un vœu dans ma tête avant de franchir le pont. Donc ici, j'arrive bientôt sur le pont. Donc on vous demande quand même avec plein de messages ici de faire attention à ne pas dégrader les décorations parce qu'il y a quand même des décorations millénaires ici. Et me voici sur le pont. Donc juste pour vous montrer, vous avez toujours des autels comme ça sacrés pour prier. Et ici, vous avez le pont. Je ne vais pas encore l'entamer, je vais attendre un peu. Je vais penser à mon vœu avant de faire ma traversée.
Là, je me retrouve dans un restaurant de ramen juste à côté de mon hôtel. Je peux vous dire, après une pluie pareille, j'avais les mains congelées et là, j'ai envie de manger quelque chose de chaud. Donc ici, vous avez plein de choix de ramen. Alors, n'ayez pas peur, hein. Bien que la carte soit en japonais, regardez, vous avez exactement la même carte, mais en romaji, même en anglais d'ailleurs. Et ce soir, j'ai envie de prendre un ramen au porc à 1110 yens et j'ai pris un topping, c'est-à-dire une petite option avec un œuf dur à 1 euro, c'est-à-dire 130 yens. Bah, j'espère que ça va être bon, hein, parce que là j'ai vraiment faim. Non, ça creuse. Puis ça fait plaisir d'aller manger au restaurant quelque chose, j'espère bon, mais surtout chaud, après une journée aussi glaciale. Bien, eh bien j'ai mon bol, ça a l'air d'être très crémeux. Bah déjà ça sent bon. Pour tout vous avouer, hein, je suis pas un hyper grand fan des ramen, mais celui-là a l'air plutôt généreux. J'ai 4 tranches de viande de porc avec un œuf dur, une sauce bien crémeuse, du soja, du sésame, quelques petits assortiments verts. Non, ça doit être du coriandre, je sais pas. On va essayer. Ça a l'air plutôt bon. Non, ça sent bon déjà. Allez, on va essayer. Bon, alors on va prendre des baguettes. J'espère que je vais avoir de la chance. Yes! Ça, c'est un signe de chance. J'ai bien séparé les 2 baguettes. Et là, on va essayer le potage. J'aime, ça va. C'est acceptable. Ouais, ça va. Non, je suis content. C'est très bon. Je vais me réchauffer. Oh, j'avais les mains glacées. Ça réchauffe les mains. Bon, je vous laisse là. Il faut que je mange parce que j'ai vraiment très faim. Itadakimasu. Non, c'est splendide.